Bonjour à tous. Merci à l'ASFOG, à Sébastien Gouy, bien sûr, à Morgane et puis Emmanuel d'avoir pu proposer ce congrès sur Rouen avec une thématique riche. Ce matin, nous allons aborder donc la place de la chirurgie dans le cancer de l'ovaire, dans ses différentes orientations, première ou intervallaire, la partie ganglionnaire. Moi, je parlerai de la récidive puis de la CHIP. Je crois qu'il y a un chat qui est aussi en ligne, pour lequel on essaiera de répondre à vos questions. Et on essaiera de tenir le timing pour 20 minutes, Emmanuel. Donc on commence par une étude sortie en 2010, l'étude de Vergote. Il faut savoir qu'avant cette étude, le gold standard, c'est la chirurgie première. Donc, dans cette étude, qui est une très belle étude, 670 femmes, stade 3C et 4, entre 1998 et 2006. Et il y a donc deux groupes. Le groupe 1, c'est chirurgie première, la chimio pendant 6 cures. L'autre groupe, c'est la chimiothérapie néo-adjuvante, 3 ou 6 cures, puis chirurgie, puis chimio. Et donc, on voit ici, en haut, qu'au niveau de la survie, c'est pareil, aucun écart entre les deux groupes. Donc, il conclut donc, la chimiothérapie néo-adjuvante n'est pas inférieure à la chirurgie première. En revanche, on retrouve des complications plus grandes après la chirurgie première et le fait que ce soit une chirurgie complète ou non, c'est un élément pronostic majeur. Cette étude a cependant des limites. L'une des limites, c'est que la cellio n'était pas faite pour toutes les femmes et donc il n'y avait pas de choix du traitement selon que l'on pouvait faire une chirurgie complète ou non. Et du coup, c'est une conséquence, le taux de chirurgie complète, parce que là maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'on souhaite avoir, c'est un résidu nul, eh bien ce taux est très faible, puisqu'on n'est que à 18% dans le groupe chirurgie première versus 48% dans le groupe de la chimiothérapie néo-adjuvante. Et on a des survies qui sont très faibles aussi. Donc ça, c'est une revue de la Cochrane en 2012 sur 718 femmes qui ne trouvent aucun écart en termes de survie entre les deux groupes. Par contre, il retrouve des risques beaucoup plus grands en cas de chirurgie première. La qualité de vie est la même dans les deux groupes. Cette méta-analyse a été mise à jour en 2019 avec ce coup-ci 1713 femmes, toujours des stades 3C et 4, et on retrouve la même chose, c'est-à-dire peu ou pas de différence en survie. Et toujours la même chose, la chimiothérapie néo-adjuvante pourrait réduire le risque de complications. Encore une autre méta-analyse sortie en 2019 qui retrouve toujours pareil, aucun écart en termes de survie et en termes de PFS, et toujours pareil, moins de complications dans le groupe de la chimiothérapie néo-adjuvante. On a ensuite cette très très belle étude qui est, en fait, ils ont repris, c'est le suivi à long terme de l'étude de Vergote, qui est l'étude EORTC 55971, et l'étude qu'on appelle Chorus, qui est la sœur jumelle de l'étude de Vergote. La seule écart, c'est que dans l'étude Chorus, on a des stades 3A et 3B, alors que l'étude EORTC, il n'y a que des stades 3C et 4. Donc on a 1220 femmes, 670 dans l'étude ORTC, 550 dans l'étude Chorus. Le suivi, il est de 9,2 ans pour l'étude ORTC qui est sortie en 2010
et de 5,9 ans pour l'étude Chorus qui est sortie en 2015. Et donc on retrouve des courbes qui sont vraiment les mêmes. Donc les deux groupes ont la même survie et exactement la même PFS. 27,6 mois versus 26,9 mois. Alors quand on sépare stade 3 et stade 4, on retrouve par contre que pour les stades 4, la survie est meilleure dans le groupe chimiothérapie néo-adjuvante. En revanche, quand on prend que les stades 3C de faible taille, donc inférieur à 5 cm, eh bien la PFS est meilleure dans le groupe chirurgie première. Donc, toujours la même chose, ces études ont des limites qui sont les mêmes. J'ai déjà parlé de la Célio, qui n'était pas faite pour toutes les femmes. Et le fait qu'on a un taux de chirurgie complète qui est faible, puisque on a dans les deux cas, en cas de chirurgie première, un taux de 18% en étude EORTC et de 17% dans l'étude Chorus. Alors, ce qu'on trouve dans les recommandations de l'INCa, la chirurgie de intervalle n'est ni inférieure ni supérieure à la chirurgie première en survie globale et sans récidive. Donc, cela concorde vraiment avec toutes les études que je vous ai montrées. À ce stade-là de la présentation, si on résume, on a donc deux prises en charge avec la chimio qui fait aussi bien que la chirurgie et qui est moins morbide. Donc on pourrait se dire, on fait de la chimio néoadjuvante à tout le monde. Donc on va voir ce que dit l'INCa. Eh bien, l'INCa, ce sont des recos de novembre 2019, donc assez récentes. Eh bien, c'est pas du tout ça, ce qu'elle dit. L'INCa dit qu'il faut faire de la chimio néoadjuvante que si on ne peut pas faire de chirurgie complète, ou s'il y a une patiente qui est vraiment très fragile, ou si on est dans un stade 4. Alors, on va aller voir ce que dit Nice en 2019. Eh bien, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils poussent vraiment à faire de la chirurgie première et on fait de la chimio si la chirurgie première n'est pas complète ou si celle-ci n'est pas réalisable. Alors, si on regarde au niveau de l'ESMO, donc l'ESMO, on pose une question, je l'ai laissée en anglais parce que la façon dont on tourne la question influe sur la réponse. Et donc, on pose à 40 experts cette question qui est, si une chirurgie première peut être faite de façon complète, est-ce que vous la faites? Et les 40 experts disent oui, même les oncologues. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces experts qui nous disent qu'il faut faire de la chirurgie première? Eh bien, l'une des réponses est cette étude-là, qui est sortie en 2016, toujours les stades FIGO 3 et 4, sur 236 femmes. Et là, on voit que la survie n'est pas du tout la même, puisque dans le groupe chirurgie première, on a une survie à 60 mois versus 46 mois pour la chimio néo-adjuvante. La PFS, même chose, on passe de 15 mois à 10,5 mois. Si on divise stade 3, stade 4, on voit que cette net avantage de la chirurgie est surtout pour les stades 3. On ne les retrouve pas pour les stades 4. Donc là, on a donc 4 groupes. Groupe 1 et 2, c'est le groupe chirurgie première. Le 1, c'est la chirurgie complète. Et le 2, c'est la chirurgie qui n'est pas complète. Groupe 3 et 4, c'est le groupe chimio néoadjuvante. Groupe 3, c'est le groupe chirurgie complète. Groupe 3, c'est le groupe chirurgie qui n'est pas complète. Eh bien, on voit qu'il y a deux groupes qui sont vraiment
à part, c'est le groupe 1. C'est celui qui a de très très loin le meilleur taux de survie, puisqu'on est à 106 mois. Et le groupe 4, qui est le groupe qui a le pire taux, puisqu'on est à 36 mois. Et on retrouve exactement la même chose en termes de PFS, puisqu'on est à 40 mois versus 8 mois. Et puis on a les groupes 2 et 3. Les groupes 2 et 3 sont à peu près la même chose, il n'y a pas de gros écarts, mais on trouve sur cette étude-là qu'il vaut mieux être, entre guillemets, dans le groupe 3 que dans le groupe 2. Alors le groupe 3, je vous rappelle, c'est le groupe qui a fait de la chimio néoadjuvante, mais qui a une chirurgie complète. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude-là? C'est que si on peut faire une chirurgie complète, il faut la faire pour être dans le groupe 1. Mais que si on ne peut pas faire de chirurgie complète, il vaut mieux faire de la chimio pour être dans le groupe 3. Et donc ça, c'est ce que dit l'INCa. Voilà, je vous laisse lire, mais c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Dans cette étude-là, toujours la même chose, on retrouve quand même que de faire de la chimio en premier, ça permet d'avoir une chirurgie complète avec un taux plus grand. Alors, ce n'est pas la seule étude qui retrouve ce genre de choses-là. Ça, c'est une méta-analyse qui est sortie il y a 6 mois, qui reprend quasiment toutes les études qui sont sorties depuis 20 ans sur le sujet. Et donc, quand on compare tout, donc on a à droite ici la chirurgie première et à gauche c'est la chimio. Eh bien, on voit qu'en termes de survie, eh bien, la chirurgie première fait mieux que la chimio avec un hazard ratio qui est de 1,3. En revanche, on retrouve ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la chimio permet d'avoir plus de chirurgie complète et que ça baisse les complications post-opératoires. Makar en 2016 a fait une revue de la littérature et son but c'était de faire des groupes pour savoir à qui est-ce qu'on devait faire de la chirurgie première et à qui on devait faire de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc lui a fait 5 groupes. Groupe 1 et 2, c'est dans les groupes dans lesquels le cancer est surtout au niveau du pelvis. Groupe 1 où il faut faire un geste DIGE. Le groupe 2 où... non, c'est l'inverse, pardon. Le groupe 1, il n'y a pas de geste digestif à faire. Dans le groupe 2, il faut faire un geste DIGE. Le groupe 3, c'est surtout, enfin, groupe 3 et 4, ce sont 2 groupes dans lesquels il y a surtout de la maladie à l'étage sus-mésocolique. Groupe 3, il n'y a pas besoin de faire de geste DIGE. Groupe 4, il faut faire un geste DIGE. Et enfin, le groupe 5, c'est le groupe dans lequel il y a du cancer partout. On est pour ça dans le stade 3, d'accord ? Dans le stade 4, bien sûr, ça ne sert à rien. Eh bien, groupe 1, 2 et 3, il faut faire de la chirurgie première. Groupe 4, il faut aussi faire de la chirurgie première, sauf si la patiente est dans un état faible. Et groupe 5, c'est le groupe où il faut faire de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc, maintenant, on se retrouve sur les recommandations de l'INCa que l'on comprend au vu de tout ce que je vous ai dit. Et on retrouve donc la célioscopie. Et suite à la célioscopie, on les classe en catégorie de Makar, 1, 2, 3 et 4. Et à ce moment-là, 1, 2, 3, c'est de la chirurgie première. 4, si elles sont dans un bon état, c'est de la chirurgie première. Et 4 dans un état faible ou 5, c'est de la chimiothérapie néoadjuvante.
Le score de Fagotti, c'est un score de résécabilité. Si le score est supérieur à 8, on considère qu'une chirurgie complète n'est pas possible. Et donc, en gros, si une chirurgie complète est possible, on fait une chirurgie première. On est dans ce cas de figure-là. Si une chirurgie complète n'est pas possible, on fait une chimiothérapie néo-adjuvante. En les cas particuliers, ça c'est souvent s'il y a une chirurgie qui est faite ailleurs et qu'elle vient nous voir, il ne faut pas d'emblée lui refaire une chirurgie, il vaut mieux faire une chimiothérapie néo-adjuvante et que l'on programme une reprise après. Alors ça c'est cette étude que j'ai mis là pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait 3 cures. Pourquoi le chiffre 3 et pas 4 et pas 5? Eh bien en fait c'est une étude qui est assez ancienne. En fait c'est une revue de la littérature qui date de 2006. Donc c'est sur des études qui sont encore plus anciennes. Et bien dans cette revue, on retrouve qu'après 3 cures, chaque cure en plus, on perd 4 mois de survie. Donc au total, on voit bien qu'il y a un accord de experts assez fort pour faire de la chirurgie première si elle peut être complète. Cependant, pour clore tous les débats, il y a ces 2 études qui vont sortir, et surtout celle qui s'appelle Trust, dont on va avoir les résultats en 2024. Enfin, je vous rappelle que la prise en charge d'un cancer de l'ovaire dans un centre expert augmente la survie et qu'elle ne doit être faite que dans des centres experts. Voilà, merci. Grande question, est-ce qu'on va vers la fin du curage dans les cancers de l'ovaire? Et je vais parler à la fois des stades précoces puis des stades avancés. Donc juste un petit rappel, la diffusion des cellules tumorales dans le cancer de l'ovaire ou de la trompe a plusieurs voies. Une voie majeure, évidemment, la voie péritonéale et la voie directe avec les organes adjacents. La voie hématologique qui est quand même moins importante et moins fréquente. Et surtout la voie lymphatique. Puisque en effet, on voit que l'envahissement ganglionnaire dans les cancers de l'ovaire sont quand même assez fréquents et tout stade confondu, on est à des taux de 44 à 53%. Et évidemment, pour les stades plus faibles, on a un taux d'envahissement ganglionnaire qui peut aller jusqu'à 22% pour les stades 1 et 2, et pour les stades 3 et 4, on peut aller jusqu'à 70% de taux d'envahissement ganglionnaire. D'où la question de réséquer ces ganglions. Donc, je vous rappelle simplement que les curages ganglionnaires de référence dans le cancer de l'ovaire comprennent les curages pelviens et les curages lombo-aortiques. Et juste une petite image pour qu'on se rende compte, donc une vision laparotomique de ce que c'est. C'est quand même une grosse chirurgie et non dénuée de morbidité, même si elle est célioscopique. Donc on enlève les groupes iliaques externes, les groupes primitifs et tous les groupes interaortico-caves, préaortiques, latéraux-aortiques et du promontoire, précave et latérocave. Donc ça fait beaucoup de groupes ganglionnaires. Donc ça, c'était une petite diapo sur la valeur pronostique de l'atteinte ganglionnaire. Donc il faut savoir que la FIGO, la première classification date de 1973, qu'elle a ensuite été modifiée une fois en 88 et a été récemment modifiée en 2013-2014, où en tout cas pour ce qui concerne les ganglions et l'atteinte ganglionnaire, on a finalement sous-stadifié une atteinte ganglionnaire seule, puisque avant, dans l'ancienne classification, on l'a classée en stade 3C
s'il y avait une atteinte des ganglions ou de la carcinose macroscopique supérieure à 2 cm. Et finalement, on s'est rendu compte que les patientes qui avaient une atteinte ganglionnaire seule, sans carcinose macroscopique, avaient quand même une meilleure survie que les patientes qui avaient une carcinose macroscopique. Et donc, on est redescendu à un stade 3A. Il y a ensuite eu une étude qui est parue en 2015 qui évaluait cette nouvelle classification et qui montrait quand même une bonne corrélation, en tout cas sur les courbes de survie à 5 ans, en fonction des stades 3A et B versus les stades 3C et 4. Donc, même s'il n'y a pas d'études vraiment récentes pour les stades précoces, je vais refaire un petit point pour savoir sur quoi on se base. Donc, pourquoi on fait des curages dans les stades précoces? C'est à la fois pour avoir une idée du stade, puisque les stades présumés précoces 1 et 2, sans adénopathie, ne peuvent pas préjuger de l'atteinte ganglionnaire ou non si on ne les enlève pas. Et on sait que quand on passe à un stade 3, on peut avoir des traitements adjuvants différents, en particulier la chimiothérapie et également la thérapie ciblée avec les inhibiteurs de PARP qui ne sont pas encore indiqués dans les stades précoces. Donc ça peut quand même changer le pronostic de la maladie. Et autre question, est-ce que ça a vraiment un impact sur la survie de retirer ces ganglions? Donc pour la question de la surstadification, donc on passe des stades 1 et 2 au stade 3A. Donc il y a plusieurs études qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais qui en tout cas retrouvaient pour les stades 1 un taux d'atteinte ganglionnaire qui pouvait aller de 4,5% à 18% et pour les stades 2, un taux d'atteinte ganglionnaire qui pouvait aller quand même jusqu'à 31%. Ça fait quand même du coup une patiente sur 3 qui a une atteinte ganglionnaire. Alors, il n'y a que seulement 2 études qui parlent du changement de stade lié à l'atteinte ganglionnaire. C'est l'étude de Dito et l'étude de Hayan, et qui montrent qu'on peut avoir une surstadification liée uniquement à l'atteinte ganglionnaire dans 8,5 à 13% des cas. Juste un petit rappel pour les carcinomes mucineux de stade précoce. Ce sont des carcinomes rares qui sont divisés en 2 sous-types, le sous-type infiltratif avec une invasion stromale et le sous-type expansif. Et sur les 2 petites études qu'on a dans la littérature, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait que dans le stade infiltratif qu'il y avait une atteinte ganglionnaire, et donc qu'on ne retrouvait pas d'atteinte ganglionnaire dans le sous-type expansif. Si on parle maintenant de la question de la survie, donc il y a un grand essai, l'essai Action, qui a été mené dans les années 2000 et qui a présenté les premiers résultats d'abord en 2003, puis ensuite en 2010. Donc c'est une étude qui est designée plutôt en fonction de la chimiothérapie. Donc ça a représenté 448 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire de stade précoce et prise en charge par chirurgie initiale, puis ensuite divisée en 2 bras, chimiothérapie adjuvante ou non. Donc c'est un peu en tout cas pour la valeur sur les curages, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure étude, mais comme c'était une étude de niveau de preuve 2, je la présente quand même. Donc au niveau de la survie à 5 ans, ils ont quand même retrouvé que la stadification chirurgicale optimale, donc qui comprend les curages, était un facteur pronostic statistiquement significatif, avec une meilleure survie globale et sans récidive, ce qui conduisait quand même à pousser à une stadification chirurgicale optimale. Puis les résultats à distance, donc avec un suivi à 10 ans, retrouvaient qu'il y avait effectivement toujours un impact, mais que sur la survie spécifique, et on ne retrouvait plus de différence sur la survie globale. J'ai aussi mis à côté les analyses en sous-groupe pour essayer de comprendre après sur quoi se sont basées les recommandations. Et donc, lorsqu'on a une stadification optimale,
Dans les sous-groupes, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence en termes de survie spécifique et de survie sans récidive, qu'on ait une chimiothérapie ou pas en adjuvant. Par contre, dans le sous-groupe de stadification suboptimale, il y avait effectivement une meilleure survie spécifique et une survie sans récidive si il y avait de la chimiothérapie. Et après, quand on regarde dans l'autre sens, le sous-groupe qui avait eu de la chimiothérapie, on se rend compte donc ça va dans les deux sens, qu'il n'y a pas de différence en termes de survie spécifique et de survie sans récidive si la stadification était optimale ou non. Et dans le groupe où il n'y avait pas de chimiothérapie, il y avait c'est une erreur, il y avait une meilleure survie spécifique et survie sans récidive s'il y avait une stadification optimale. Donc on a l'impression que la chimiothérapie peut rattraper entre guillemets une mauvaise stadification, mais que si on n'avait pas l'intention de faire de la chimiothérapie, il faut restadifier ces patientes. Ensuite, donc ça c'est un essai, une étude randomisée de 2006 qui a été publiée par Majoni et qui pour le coup analyse vraiment l'impact des curages pelviens et lombo-aortiques dans les cancers de l'ovaire de stade précoce. Donc c'est une étude qui présentait deux groupes, un groupe avec 138 lymphadénectomies et un groupe avec 130 échantillonnages ganglionnaires, donc juste quelques adénectomies. Et dans les deux groupes, on avait quand même un même taux de chimiothérapie et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence finalement donc, en termes de survie globale et de survie sans récidive. Qu'il y ait une lymphadénectomie ou juste un échantillonnage ganglionnaire. Par contre, en analyse multivariée, il retrouvait que la présence de métastases ganglionnaires était corrélée à une moins bonne survie dans le sous-groupe pour lequel il n'y avait pas de lymphadénectomie. Donc, entre guillemets, si on laissait des ganglions atteints, on avait quand même l'impression qu'il y avait un impact sur la survie, même si il y avait le même taux de chimiothérapie dans les deux groupes. Donc au total, sont issues les recommandations. Donc comme Emmanuel, j'ai présenté les recommandations à la fois de l'INCa et de Saint-Paul-de-Vence. Donc pour l'INCa, ils ont l'impression, enfin ils sont plutôt en faveur des curages dans les stades précoces et ils disent même qu'il faut les faire de façon systématique, sauf dans les mucineux expansifs pour la raison que je vous ai montrée, puisqu'il n'y avait pas d'atteinte ganglionnaire dans ce sous-type histologique. Et qu'il fallait restadifier avec la lymphadénectomie, en particulier chez les patientes pour lesquelles on n'avait pas d'indication posée de chimiothérapie. Donc eux, ils sont plutôt en faveur des curages. Par contre, Saint-Paul-de-Vence est un peu dans sa formulation est un peu différente. Eux, ils proposent de faire la chirurgie ganglionnaire de stadification si on retrouve des adénomégalies au bilan pré-op ou en découverte per-op. Et en l'absence d'adénomégalie, ils disent qu'il faut réaliser la chirurgie de stadification si la découverte d'un envahissement ganglionnaire histologique change les modalités du traitement adjuvant. Et ça, en particulier pour les carcinomes séreux de haut grade, où on peut leur proposer, par exemple, les inhibiteurs de PARP si elles sont mutées. Donc je trouve que c'est quand même une présentation différente et finalement, on ne sait pas trop dans quel groupe pencher. Ensuite, je vais vous parler des stades avancés, donc les stades 3-4, avec la question de est-ce qu'on va vers la fin des curages. Donc pour les stades avancés, il y a une réelle balance bénéfice-risque des curages ganglionnaires. Jusqu'en 2019, on penchait plutôt sur les bénéfices. Est-ce qu'il y avait un intérêt de retirer les métastases ganglionnaires et est-ce que ça avait un effet sur la survie comparé au risque de la mortalité périopératoire, du taux de lymphocèles qui peut être très élevé jusqu'à 30% et retarder le traitement adjuvant et donc le pronostic de la maladie. Donc il y a vraiment une cassure entre avant 2019 et après 2019, où jusqu'à 2019 on était plutôt pour le curage ganglionnaire et finalement avec l'essai Lion on va aller vers de moins en moins de curage ganglionnaire.
Donc, je vous présente les études. J'en ai sélectionné que quelques-unes puisqu'on a un temps imparti. Donc, celle-ci, c'est l'étude de Panici en 2005. C'est une étude randomisée qui randomisait 427 patientes de stade 3B à 4, 216 curages contre 211 exérèses d'adénopathie, avec un taux de chirurgie complète qui n'était que de 37% dans chaque bras. Et dans cette étude, on se rendait compte qu'il y avait un bénéfice sur la survie sans progression à gauche, mais pas sur la survie globale. Donc la limite évidemment de cette étude, c'est que le taux de CC0 est à peine de 40%. Ensuite, je vous présente l'étude de Dubois de 2010. Donc, c'est une analyse de 3 essais prospectifs randomisés avec 966 patientes de stade 3B4, donc 338 d'un côté sans curage et 658 avec curage, et il retrouvait un effet bénéfique de la lymphadénectomie donc sur la courbe jaune chez les patientes qui avaient une résection complète, et donc c'était sur la survie globale. On avait une survie globale à 67, dans 67,4% des patientes s'il y avait un curage contre 59,2% s'il n'y avait pas de curage, et donc ça c'est les courbes jaunes où on a quand même déjà l'impression que on revoit que le fait d'avoir le CC0, ça améliore vraiment la survie, et que a priori dans ce sous-groupe-là, il y aurait un intérêt à faire les curages. Donc jusqu'à 2019, la plupart des équipes réalisaient quand même les curages assez régulièrement, et souvent ils étaient récusés quand, selon certaines équipes, si les patientes avaient plus de 75 ans, si elles étaient en mauvais état général ou qu'il y avait de l'athérome. Donc après 2019, donc il y a eu l'apparition de l'essai Lion, qui est un essai randomisé international multicentrique et qui a randomisé 323 patientes dans un groupe et 324 dans l'autre de stade 2B4. Donc c'est des patientes qui ont eu une chirurgie complète dans 99% des cas. Donc c'est quand même une étude, un type d'étude qui est assez rare, avec un grand taux de chirurgie complète. C'était une chirurgie première et les patientes n'avaient pas d'adénopathie. Donc on se rend compte sur les deux courbes, sur la survie globale et la survie sans progression, qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, qu'ils aient un curage ou pas, sachant que dans le groupe curage, il y avait un taux de N+, donc de ganglions atteints, de 55,7%, donc ça fait la moitié des patients. Et il faut savoir que dans le groupe curage, il y avait environ 57 ganglions retirés, ce qui est quand même assez représentatif de l'effet de la lymphadénectomie. Et donc, ce qu'on conclut, c'est que effectivement, même si on enlève ces ganglions atteints, finalement, il n'y a pas de différence sur la survie, qu'elle soit sans récidive ou globale. Et donc on ne voit pas très bien, même en grand, ils ont également montré dans cette étude qu'il y avait moins de morbimortalité péropératoire, avec une durée opératoire qui passait de 340 minutes à 280 minutes, donc ça fait quand même un gain d'1 heure. Et on voit qu'il y a un taux d'infection qui est significativement diminué dans le groupe sans lymphadénectomie, avec un petit P à 0,03. Il y a moins évidemment de lymphocèles puisqu'elles n'ont pas de curage. Et il y a aussi moins de reprises chirurgicales par laparotomie avec un petit P à 0,01. Et surtout, il y a moins de décès, puisqu'il y avait 10 décès dans le groupe lymphadénectomie contre 3 dans le groupe sans lymphadénectomie, avec un petit P à 0,049. Donc qui est limite, mais c'est vrai que du coup on se dit que ça fait quand même moins de morbimortalité au total. Donc, suite à cet essai, il y a eu encore les recommandations qui ont été publiées. Donc, à la fois les recommandations de Saint-Paul-de-Vence et les recommandations de l'INCa. Donc, pour faire simple, les recommandations de Saint-Paul-de-Vence sont assez claires. Ils ont divisé en deux groupes, chirurgie première ou chirurgie intervallaire,
Donc les patientes qui sont en chirurgie première et qui n'ont pas d'adénopathie suspecte en radiologie ou en opératoire, donc cela sous-entend qu'on doit palper les aires ganglionnaires même si on les ouvre pas forcément au doigt, et ben elles n'ont pas besoin d'avoir de curage. Si par contre il y a des adénopathies suspectes en radiologie ou en opératoire, on doit faire les curages ou au minimum des adénectomies. Et en chirurgie intervallaire, il propose 3 possibilités. Donc s'il n'y a pas d'adénopathie, on n'a pas besoin de faire de curage. S'il y a des adénopathies qui étaient présentes sur le bilan initial et qui persistent lors de la chirurgie d'intervalle après la chimiothérapie, eh ben, on doit faire les curages. Et par contre, la question qui est un peu en suspens, c'est pour le groupe pour lesquels ils avaient une adénopathie avant la chimiothérapie et qui a répondu sur le scanner et même cliniquement lors de la chirurgie. Donc ça, c'est à décider au cas par cas en RCP en fonction de l'état général de la patiente et du bénéfice attendu de cette chirurgie. Juste pour faire un petit point sur les recommandations de l'INCa. Alors, ils n'ont pas tourné les choses de la même façon. Déjà, ils ont parlé que de la chirurgie première. Et au moment, en tout cas, ils ont publié les recommandations. Ils disaient que si les patientes n'avaient pas d'adénopathie et qu'elles étaient en chirurgie première et en CC0, on pouvait omettre les curages. Donc c'est pas vraiment la même chose, on parle d'omission et pas de nécessité. Par contre, il ne se prononçait pas sur la chirurgie d'intervalle et par contre, il disait évidemment que s'il y avait des adénopathies suspectes, il fallait faire les lymphédénectomies. Donc, au total, pour les stades précoces, on a quand même l'impression d'avoir de moins en moins de curage, même si moi, je pense que, en tout cas, pour des sous-types précis, il y a vraiment une importance à les faire pour leur permettre de rentrer, d'avoir un accès à certaines thérapies, et en particulier les inhibiteurs de PARP. Pour les stades avancés, au final, on va se retrouver de plus en plus vers les curages les plus compliqués. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la formation ? Déjà, les chirurgiens, ils sont un peu moins contents parce qu'ils font de moins en moins de curage et donc pour s'entraîner, ça devient de plus en plus difficile. Les internes, forcément, si on se retrouve sur les curages les plus compliqués, ils vont plus en faire, alors que moi encore, quand j'étais en formation, j'en ai fait jusqu'à la fin de mon internat. Et puis, par contre, les patientes, forcément, elles sont plus heureuses puisqu'elles ont quand même moins de complications et moins de morbimortalité. Voilà, merci. Bien, donc merci déjà à la SFOG de s'être déplacé, comme on dit, et surtout de nous avoir proposé ce sujet qui est pas simple. On a vu tout à l'heure la place de la chirurgie déjà dans la maladie initiale. Et donc là, on sait que la maladie de l'ovaire va nous exposer aussi à avoir géré les récidives. Donc le sujet pour moi était la prise en charge chirurgicale de la première récidive. Notamment, on va parler des STOP 3. En fait, on va se concentrer sur 3 essais randomisés assez récents, essayer de guider la prise en charge. Donc on sait que malheureusement, c'est une maladie grave avec une récidive très très fréquente et une survie à 10 ans qui est plutôt faible. On sait que le quota de patientes, même bien opérées ou bien traitées en initiale, vont récidiver de façon très importante. Et ce qu'on sait également, c'est que le traitement médical reste la référence dans la prise en charge de la récidive. Avec l'avènement bien sûr de plein de lignes de chimiothérapie, que ce soit bien sûr les sels de platine, l'émergence de bevacizumab, bien sûr les inhibiteurs de PARP qui maintenant vont prendre une place majeure, et donc ça restera certainement le traitement, enfin en tout cas les traitements. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a quand même des études anciennes qui ont le biais d'avoir des niveaux de preuves faibles, rétrospectives, souvent sans groupe contrôle, qui montraient un bénéfice potentiel de la chirurgie, même en récidive. Donc, ces études rétrospectives ont montré dans un certain nombre de cas qu'effectivement on espérait une amélioration dans le bras chirurgie si on avait une notion de chirurgie R0, plus facilement dans le cadre de maladies, on va dire, localisées que dans les éléments de carcinose étendue. C'était déjà une trame pour nous orienter sur le concept
qui reste valable en initial sur les chirurgies R0, mais un bénéfice potentiel sur la survie dans le cadre des récidives. Ça, c'est un essai qui est essentiellement d'ordre médical également pour évaluer la non-inféricilorité dans une phase 3 de 2 traitements systémiques. Mais il y avait quand même un bras avec de la chirurgie, certes biaisé parce qu'il s'agissait souvent de patients plus jeunes, avec un très bon état général, une maladie résiduelle un peu moins importante. Néanmoins, il ressortait un bénéfice sur la survie globale dans le bras chirurgie versus chimiothérapie, et à nouveau dans le groupe chirurgie complète, bien supérieure à la chirurgie avec résidus. On le voit aisément sur ces tableaux, avec dans un cas donc le bénéfice sur la survie dans le groupe chirurgie versus absence de chirurgie, mais surtout l'élément important de la taille du résidu tumoral. Même chose pour la survie sans récidive. Alors là, on va s'orienter. Il y avait encore une dernière méta-analyse dans la Cochrane qui, même chose, évaluait un peu les différentes études, dont 2 qui étaient prospectives et tenant compte de la taille des résidus tumoraux lors de la résection. Et le pronostic semblait amélioré dans le cadre d'une chirurgie complète, donc sans résidus. Donc on va se concentrer maintenant sur la thématique notamment desktop. Alors c'est comme tous les essais, desktop, c'est comme Portec ou autre, il y a une dénomination derrière tout ça. Donc l'idée c'était de décrire des critères d'évaluation périopératoire, Criteria, parce que c'est une étude germanique, de l'opérabilité des patients dans le cadre d'une récidive de cancer de l'ovaire. Donc le premier essai est un essai rétrospectif, publié donc par l'équipe qui ont toujours la référente de Artère et Dubois, avec l'évaluation de 260 patientes qui ont toutes été opérées, et globalement une survie globale dans le groupe chirurgie complète très nettement supérieure à la différence d'une chirurgie non insano. Donc on voit les courbes de survie. Et donc de là, c'est extrapolé de savoir quelles étaient les patientes qui pouvaient avoir une chirurgie complète, d'où la définition du score AGO qu'on va utiliser maintenant plus fréquemment, qui intègre 3 paramètres. L'état général de la patiente, donc le score, enfin EGOG, avec globalement un critère assez simple pour avoir une patiente donc opérable dans de bonnes conditions. L'autre élément important, c'était la chirurgie initiale. Si elle avait eu une chirurgie initiale d'un stade avancé complète, c'était de bien meilleur augure. Même chose si elle avait été opérée d'un stade précoce qui récidivait. Donc ça, c'est un paramètre important. Donc ça dépend de l'état de la chirurgie antérieure. Et ensuite, un facteur limitant au moment de la récidive, c'est la quantité de l'acide. Et donc, cet essai, effectivement, montrait que la chirurgie R0 avait un impact. Et on s'est aidé pour l'essai suivant de ce score AGO. Ce qui a été évalué aussi, c'était de savoir s'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient influencer la décision, notamment le site de la récidive, si elle est localisée ou diffuse, ou l'intervalle libre, mais ça ne sort pas en analyse multivariée comme un critère sur la résécabilité. La suite, ça a été l'essai Desktop 2, qui cette fois-ci était un essai prospectif. Donc on passe du rétrospectif au prospectif, mais non randomisé, où là, le score AGO était un critère préopératoire. Les patientes avaient toutes une chirurgie première avant chimiothérapie. Et ce critère a permis de réaliser 75% de chirurgie complète. Donc à nouveau, une évaluation assez objective, assez simple mais objective, qui a permis d'opérer, entre guillemets, mieux les patientes. Et une mortalité périopératoire de 0,8%. On arrive enfin à cet essai et la discussion des essais randomisés, donc le Desktop 3. Donc ça, c'est un essai de phase 3 qui est randomisé, qui compare l'efficacité de la chirurgie de cytoréduction maximale suivie de chimiothérapie versus chimiothérapie seule. C'est une grande question. Dans le cas d'une récidive, l'élément important, c'est platine sensible. Ça, c'est un facteur qui influence de façon essentielle la prise en charge des patientes, puisque ça reste un critère objectif et un pronostic très, très, très important. Et donc, l'idée, c'est que dans le cas d'une chirurgie, d'une première récidive platine sensible, avec un intervalle libre d'au moins 6 mois par rapport à la fin du traitement, étaient inclus des patientes qui n'avaient pas, au moment de la récidive, eu de nouvelle chimiothérapie et qui avaient un score AGO, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était positif. Elles étaient randomisées avec un bras à chirurgie versus pas de chirurgie, 400 patientes, et elles avaient toutes derrière une chimiothérapie à base de sel de platine.
Il y a eu des premiers résultats qui ont été publiés en 2017 à l'ASCO, dont sur la survie sans récidive. L'objectif étant la survie globale. Sur la survie sans récidive, on montre effectivement une différence significative à la chirurgie versus chimiothérapie seule, avec une amélioration de 5,6 mois de façon significative en termes de bénéfices à la survie. Donc ça, c'est sur la survie sans récidive. Mais on est plus exigeant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la survie globale. Donc ça, c'était les éléments de l'ASCO 2020, ou confirmation à nouveau d'une différence significative de 7 mois, 7,7 mois, encore plus importante si la chirurgie est R0. L'élément à nouveau qu'on va distinguer dans les différentes études, c'est qu'inversement, si la chirurgie est R1, on va avoir un impact délétère. Donc là, effectivement, à nouveau, ça va être toutes ces discussions qu'on va avoir en amont, au cas par cas, pour éviter de se planter et stratifier les patientes pour leur permettre d'espérer une chirurgie complète et un bénéfice sur la survie globale. Quand on fait de la chirurgie, il y a quand même des risques. Il ne faut pas être juste avec un égro trop important. Et donc, la lourdeur de cette chirurgie, en termes de durée opératoire, on voit quand même qu'il y a une nécessité de résection digestive qui est significative, avec parfois des dérivations temporaires, voire définitives. Un taux de perte sanguine qui est acceptable, dirons-nous, et une transfusion d'environ 20% des cas. Il y a bien sûr après les complications un peu standards nécessitant une antibiothérapie, des réinterventions, mais surtout un taux de résection complète de peu plus de 2/3 des cas. Donc, l'intérêt de cette étude, qui est une étude randomisée prospective qui essaie de répondre à la question, c'était de démontrer que seule la chirurgie complète avait un impact positif sur à la fois la PFS et la survie globale. Par contre, si les patientes avaient un résidu, là on va voir que notre courbe va être inférieure à celui d'une chimiothérapie seule, d'où l'intérêt de stratifier précisément ces patientes pour essayer de ne pas nuire. Donc ça, c'est un premier essai en faveur de la chirurgie qui peut être à discuter. Quand je suis revenu sur les groupes, on avait participé. J'ai vu qu'Emmanuel était aussi dans le voilà, on commençait à être vieux, mais enfin, on avait inclus 2 malades, je crois, à l'époque. Deuxième essai, prospectif randomisé. SOC1, donc c'est encore de l'ASCO. L'objectif, c'est également donc de prendre en charge des récidives, premières récidives à plus de 6 mois de la fin du traitement, donc splatine sensible. Au lieu du score AGO, était utilisé un score qu'on appelle le e-model. Même chose, on va céder de plus en plus d'éléments pré-thérapeutiques pour guider notre chirurgie. Donc je vais vous le décrire juste après. Et elles avaient toute une chirurgie première avant chimiothérapie, sachant que l'objectif global reste toujours de voir s'il y a un impact sur la survie globale et pas uniquement sur la survie sans récidive. Donc les résultats sur le long terme sont encore en cours. Néanmoins, dans ce groupe, il y avait eu 76% de chirurgie complète, ce qui est comparable à Desktop 3. Le score e-model, en fait, c'est issu d'un papier de 2012 où vous avez intégré à la fois le stade FIGO initial, le résidu lors de la chirurgie initiale, le score EGOG, le délai entre la fin de traitement et la récidive, la notion d'acide et le marqueur CA125. Tout ça a fait un score qui pouvait être calculé jusqu'à 11,9 de mémoire. Et s'il s'avère qu'on avait un score inférieur à 4,7, a priori, on pouvait s'attendre donc à une résécabilité assez importante. Donc dans l'essai SOC, qu'est-ce qu'ils ont démontré? C'est que avec les critères de l'e-model, il y avait un bénéfice pour le moment sur la survie sans récidive de 5 mois de façon significative par rapport à l'absence de chirurgie. Pour le moment, dans l'étude intermédiaire, on n'a pas de bénéfice sur la survie globale. Donc les résultats sont fragiles. À nouveau, on va avoir un impact sur la survie sans récidive, mais qui mérite d'être prolongé pour avoir l'information sur la survie globale. Si on compare à nouveau Desktop 3 et SOC 1, à nouveau, la chirurgie incomplète est délétère, avec un sous-groupe d'une chirurgie non complète qui va être avec une survie qui va être inférieure à celle d'une chimiothérapie. Donc, dans les 2 cas, on a une résection complète dans plus de 2/3 des cas, une survie qui va être améliorée ou une survie sans récidive. Dès qu'on a une chirurgie qui est insuffisante, non complète, on aura à ce moment-là une absence de bénéfice. Troisième essai,
Et dernier, dont on va parler, c'est à nouveau un essai randomisé, prospectif multicentrique. Donc c'est l'essai de Coleman, du GOG, qui a été publié dans le New England en 2019. Et cette phase 3, les critères étaient les mêmes. Récidive plus de 6 mois. Toute patiente qui avait une chirurgie première avant chimiothérapie de seconde ligne, versus chimiothérapie. Grosse cohorte, avec une randomisation en 2 bras, entre chirurgie plus chimio versus chimiothérapie seule. Avec un élément, il y avait 2 objectifs dans cette étude, c'était d'évaluer le rôle du bevacizumab en entretien, qui a été un élément très important, et puis donc la place de la chirurgie. Bien sûr, on voit que si on opère les patientes, on aura un délai pour mettre en route la chimiothérapie du fait des suites qui peut être en moyenne de 40 jours versus si on ne fait pas de chirurgie, ça c'est sûr. Elles auront du carbotaxol comme élément principal et donc voilà, la particularité de cette étude, c'était le bevacizumab. Et donc dans ce groupe, dans cette étude, il y aura eu 67% de chirurgie complète. Donc on est un peu inférieur aux 75-67% des études précédentes. Et voilà, l'élément parlant, c'est que dans cet essai, on va regarder les courbes de survie et finalement on est en défaveur de la chirurgie ou en tout cas non-supériorité puisque la survie globale est de 50,6 mois pour la chirurgie versus 64 mois pour le groupe chimiothérapie. Pour ce qui est de la PFS, là on aurait un petit sursaut on va dire pour la chirurgie mais de façon non significative. Donc cet essai n'a pas confirmé, mais on va essayer de l'argumenter, le bénéfice de la chirurgie dans le cadre de la première récidive sur la survie globale dans cet essai. Sachant que si voilà, on avait remis à ce niveau-là la chimiothérapie versus la chirurgie et l'impact à nouveau de la chirurgie complète par rapport au reliquat tumoral. Donc ça se confirme de façon globale, le CC0 reste l'objectif. À nouveau, parler de la chirurgie, elle peut avoir un petit impact sur la qualité de vie post-opératoire, avec bien sûr une diminution sur les scores de qualité de vie, mais qui est récupérée quasiment à 6 semaines pour reprendre après une qualité de vie équivalente à celle de l'absence de chirurgie. Donc on ne peut pas non plus incriminer que les effets indésirables à la chirurgie. Ce qui est sûr, c'est que cet essai avait un gros point, c'est qu'il n'y avait pas de critères de sélection des patientes. Globalement, c'était le chirurgien qui décidait. Donc c'est un élément qui fait que est-ce que le choix des patientes à opérer a eu une incidence. C'est une étude avec sur des résultats intermédiaires. Par contre, l'élément important, bien sûr, c'était de découvrir qu'il y avait une survie globale excellente dans le bras sans chirurgie. 64 mois, c'est quand même énorme. Donc voilà. Et puis donc l'avènement du bevacizumab dans le cadre du traitement de la récidive ou de l'entretien. Si on compare ces 3 études, donc qui sont l'élément qui va nous aider à donner un avis sur la chirurgie dans le cadre de la récidive du cancer de l'ovaire, donc DESTOP, SOC1 et GOG. Globalement, ce sont à chaque fois des essais prospectifs multicentriques randomisés. On voit quand même que le délai pour la première récidive est assez long par rapport à certaines patientes. Toujours est-il que le schéma est le même. Chimio plus chirurgie plus chimio versus chimiothérapie. La grosse différence, c'est que dans cette étude, bon nombre de patientes avaient déjà eu en clôture leur bevacizumab. Ensuite, la différence, c'est qu'il n'y avait pas d'évaluation par des scores dans cet essai du GOG. Et l'autre paramètre, c'était le taux de résection complète, qui était quand même inférieur aux 2 autres études. Et dernier point, elles avaient dans 84% des cas du bevacizumab en entretien. Donc ça a certainement une incidence sur la survie globale. Les 2 premières avaient donc mis un objectif, montré un bénéfice sur la survie globale de 7 et 4 mois, sur la survie sans récidive, alors que clairement, dans l'essai GOG, la chirurgie ne semblait pas bénéfique. Donc là, ce sont les courbes de survie et surtout, à nouveau, la confirmation qu'une chirurgie non CC0 aura un impact délétère sur le pronostic de ces patients. Un mot dans le cadre de la chirurgie, sur un sujet qui sera abordé tout à l'heure, mais c'est dans le cadre de la CHIP et la récidive. Globalement, il y a eu un essai de cohorte, donc qui est
comporte bien sûr plein de biais parce qu'il n'y avait pas de groupe contrôle sur les centres français qui faisaient de la chip dans la récidive, notamment l'équipe de Glenn sur Lyon, qui avait pour mérite de pouvoir montrer qu'il y avait une faisabilité, donnant des chiffres sur la survie globale et la morbidité, puisque ce sont toujours des éléments qu'il faut pouvoir préciser aux patientes. L'élément freinant, ce sont souvent, bien sûr, peut-être pas les meilleures indications, toujours la récidive, et j'espère qu'on va pouvoir, enfin, on va en parler juste après en première ligne, et que en fonction de notamment la chirurgie première qu'a eu la patiente, c'est différent de l'époque où on a connu où les patientes avaient un Pfannenstiel et une annexectomie et une hystérectomie. Depuis l'avènement de nos chirurgies avancées, les débulkings, de reprendre une récidive et une chip quand on a déjà fait la coupole, des curages étendus, c'est plus du tout la même chirurgie, c'est plus du tout la même morbidité. Donc voilà, mais ça montrait la faisabilité. Et en fait, le message là-dessus, c'est que pour le moment, elle ne peut être que discutée dans le cadre d'essais. Il y a 2 essais, l'un qui est ORS, dont l'objectif est de faire, lors de la récidive, de randomiser entre chirurgie complète plus ou moins chip, donc dans les 2 cas, et ensuite chimiothérapie. Donc ça, c'est un essai en cours. Et puis l'autre qui est presque terminé, puisque je crois qu'on a mis la 386e patiente récemment. Donc c'est un essai prospectif qui, lui, faisait d'abord de la chimiothérapie, puis, en fonction de la réponse, l'information aux patientes pour les inclure. Et au moment de la chirurgie de clôture, elles avaient une chirurgie plus ou moins une chip, et nous sommes en attente de ces résultats. En conclusion, pour le sujet donc, de la chirurgie dans le cadre de la récidive, de la première récidive platine sensible, donc j'ai envie de conclure que c'est une question clairement d'actualité, parce qu'on a beaucoup de patientes à prendre en charge, qui n'est pas strictement résolue, mais je pense qu'elle doit être considérée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se dire Madame X revient, bon, elle a une récidive, allez hop, on ne discute même pas. Bien sûr, au cas par cas, ça doit être statué au moment de la RCP. Y a-t-il une place? Faut-il y réfléchir maintenant, plus tard? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut espérer un bénéfice à cette chirurgie dans la récidive uniquement chez les patientes platine sensibles et à nouveau, lorsque on va pouvoir faire une résection complète. D'où l'intérêt d'essayer de sectionner ces patients de façon à leur donner un accès à cette chirurgie. Grâce aux différents scores, on peut s'aider, et surtout grâce aux discussions dans les RCP, parce que les éléments d'imagerie et des gestes à prévoir, c'est important. Bien sûr, la balance bénéfice-risque par rapport à l'âge, au terrain, et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux antécédents chirurgicaux. Reprendre une patiente qui a déjà été débulquée, qui a déjà eu 2 résections, une coupole, ça ne va pas être la même histoire qu'une patiente qui était à un stade 2 initial. Et enfin, il nous reste quand même malheureusement beaucoup d'interrogations, mais c'est tout l'intérêt du job, notamment sur la chirurgie, sa place avant ou après chimiothérapie, puisque là on a essayé d'évaluer plutôt chirurgie première puis chimio. Est-ce que comme dans le néoadjuvant, il faudrait se reposer la question, on fait 3 cures, on voit et puis on opère? Donc ça, c'est une question qui reste à résoudre. La chip, je vous ai dit, ça reste une interrogation. La place de la chirurgie chez les patients platine résistantes, là je pense que on est un petit peu tous assez réfractaires. Et donc, à nouveau, la conclusion, dire que pour essayer de proposer des prises en charge optimales, nécessité de centres de référence, avec des discussions collégiales et souvent multicentriques, parce qu'on a tous des cas particuliers qu'on aime échanger avec d'autres centres. Et puis, l'idéal, ce serait de pouvoir continuer d'inclure ces patients dans des essais thérapeutiques pour qu'à terme, on puisse répondre clairement à tout ça. Je vous remercie. La particularité du topo, c'est qu'il va être séparé en 2 parties. Une première partie par mes soins où on va faire montrer la place de la chimiothérapie aujourd'hui, de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale aujourd'hui, et la suite sera faite par le docteur Cogé, chirurgien viscéral au CHU, qui va parler de l'avenir et des prochains essais. Donc, déjà, en fait, on repense toute la maladie de l'ovaire. Au final, on se rend compte que la maladie de l'ovaire, c'est une maladie péritonéale. 75% des cas sont diagnostiqués à un stade tardif avec un pronostic péjoratif, et principalement, on retrouve des carcinoses souvent non résécables d'emblée. Les récidives sont principalement abdominales et là encore principalement péritonéales. Le mécanisme d'implantation péritonéale est différent du mécanisme de métastase. La tumeur primitive va libérer ces cellules dans la circulation, qui va circuler selon le flux péritonéal et transporter ces cellules qui vont ensuite adhérer, puis il y a invasion et migration. L'extension systémique est au final tardive.
Donc, à partir de cette constatation, la voie intrapéritonéale semble logique pour la délivrance de la chimiothérapie. Les traitements standards actuels, c'est la chirurgie CC0, on n'arrête pas de le répéter depuis le début, associée à de la chimiothérapie. Des essais ont été faits en association de chimiothérapie intraveineuse et intrapéritonéale dans les stades 3 de l'ovaire et ont montré une augmentation de la survie globale après chirurgie. Donc, pour cela, on mettait un cathéter, qui va permettre de faire 6 séances en tout de chimiothérapie intrapéritonéale à la patiente. Des études ont montré une survie assez exceptionnelle en fait, dans ce cadre, qui est là encore proportionnelle à la qualité de la résection chirurgicale initiale. On voit dans ce qui est entouré en rouge que plus la résection est optimale, plus la survie globale est augmentée. On a constaté qu'il y a une diminution du risque de décès de 12% par cycle de chimiothérapie intrapéritonéale réalisée. Alors pourquoi, au final, une si faible diffusion de cette technique ? Tout d'abord parce qu'il y a des nombreux problèmes logistiques en fait, liés à des obstructions de cathéters, des infections qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques. Il faut là encore sélectionner les patientes puisqu'il y a une toxicité principalement rénale, neuropathique. Il faut aussi qu'il y ait une bonne diffusion de la chimiothérapie et là les adhérences intra-abdominales vont pas nous aider, donc avec des ventres le moins opérés possible. On a constaté une toxicité plus importante avec la voie intrapéritonéale que la voie intraveineuse, des toxicités hématologiques et principalement rénales. On a constaté que la moitié des patientes abandonnaient la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale avant la fin des 6 cycles. Et il y a également un impact sur la qualité de vie puisque cela est moins confortable que la voie intraveineuse. De là, part l'idée de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, qui a déjà l'avantage d'utiliser la voie intrapéritonéale, comme on l'a vu, mais en une seule fois, en fin de chirurgie de débulking, c'est-à-dire avec une charge tumorale la plus faible possible. On délivre là la chimiothérapie directement au contact des résidus tumoraux. La seconde chose, c'est qu'on va y associer l'hyperthermie, dont on connaît déjà l'effet en fait, sur la cellule tumorale. On sait qu'entre 41 et 43 degrés, on va avoir une action indirecte sur la destruction tumorale par augmentation des flux sanguins, de la concentration et de l'extravasation des drogues. Donc en fait, par augmentation de la chimiosensibilité. D'autre part, au niveau moléculaire, on va avoir une altération des mécanismes de réparation de l'ADN qui va jouer sur la destruction tumorale. Au-dessus de 43 degrés, on a une destruction directe par apoptose et nécrose. Enfin, dans les zones de 40 à 43 degrés, on a l'activation des heat shock protéines qui servent de récepteurs au natural killer, inhibent l'angiogénèse et a un effet cytotoxique direct, pas dénaturation des protéines. L'effet synergique de la chaleur et du cisplatine, donc là ça a été fait sur le cisplatine, est également connu depuis très longtemps puisque ça date de 82. Donc au final, comment on va faire ça? Donc, je vous ai fait des petits schémas pour vous montrer, il y a différentes façons de faire d'un point de vue technique. On peut faire cette technique par ventre fermé ou ventre ouvert. L'idée reste la même, c'est de faire circuler un flux de chimiothérapie dans le corps, généralement à circuit fermé, avec un réchauffeur qui va maintenir une température constante. Donc là, nous, on a choisi la voie ouverte, comme on voit, où on attache la paroi en fin de chirurgie complète, la paroi au cadre de chirurgie pour créer un bain. Les patientes vont avoir ensuite des tubulures qui vont délivrer la chimiothérapie dans la cavité abdominale et il y a une dernière tubulure qui est maintenue par le chirurgien qui va permettre de délivrer la chimiothérapie dans les zones où la température est la plus faible. C'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs pour s'assurer que dans toute la cavité, la température est relativement homogène. Et dès qu'il y a un endroit où c'est moins chaud, le chirurgien va aller déplacer cette tubulure pour amener la chimiothérapie à ce niveau-là. Donc après, on recouvre tout ça d'un matériel plastique de protection
pour éviter les diffusions. Et la machine qui nous sert à faire ça donc est hautement performante et contrôle en permanence la qualité de l'hyperthermie dans la cavité abdominale. Donc avant 2018, en fait, c'était très compliqué. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées, mais tellement disparates. Ça allait de 10 à plus de 500 patientes avec des indications totalement différentes, des primo-traitements, des traitements intervallaires, en consolidation, en énième récidive, chez des patientes platino-sensibles ou platino-résistantes, avec des drogues utilisées encore diverses. La plupart du temps, c'est le cisplatine qui a été utilisé parce qu'on sait que le sel de platine marche bien sur l'ovaire, plus ou moins avec adjonction de thiosulfate pour la néphrotoxicité. Mais on a vu du carboplatine, de la mitomycine, de la doxo, parfois seul, parfois en combinaison. Et enfin, les techniques, comme je vous l'ai dit au départ, elles sont différentes. Ventre ouverte, fermé, circuit ouvert, circuit fermé, température, volume de dilution et les durées. Donc au final, c'était un peu difficile de vous présenter tout ça, comment sélectionner les études. Donc, on va parler des petits essais français, des principaux essais français qui sont soit terminés, soit en cours. Donc, juste, je vais en citer deux. Le Chipastin, qui est un essai de phase 1 en escalade de dose chez les patientes non débulcables. Le but était de déterminer une dose avec bonne balance entre le bénéfice et les effets secondaires, et avec un traitement d'entretien par bevacizumab. Donc, il a été montré que la dose la plus efficace avec le moins d'effets secondaires était 70 mg/m². Et il a surtout été montré qu'il y avait une énorme surtoxicité, principalement rénale, avec des patientes qui ont fini parfois en insuffisance rénale terminale avec des dialyses. L'essai Chipor, donc c'était du cisplatine qui avait été utilisé pour Chipastin. Et l'essai Chipor, dont le Dr Resch a parlé également, qui est un essai de phase 3 qui est encore en cours d'inclusion, qui est très intéressant sur la point de vue l'interrogation, donc sur les patientes en récidive intrapéritonéale, mais dont on attend toujours la fin de l'inclusion. Donc, jusque 2008, c'était compliqué. 2018, pardon. 2018, il y a l'apparition de l'essai randomisé prospectif OVA-EPEC par Van Driel dans New England. Et là, ça va changer la manière de voir les choses. Donc, il s'agissait de patientes non résécables d'emblée ou qui avaient eu des chirurgies avec des résidus de plus de 1 cm, qui avaient un cancer de l'ovaire, de la trompe ou du péritoine et qui bénéficiaient de 3 cycles de chimiothérapie par carboplatine taxol, puis d'une chirurgie intervallaire. Et là, elles étaient randomisées en 2 bras, un bras chirurgie seul, un bras chirurgie avec hyperthermie, puis elles bénéficiaient par la suite de leurs 3 dernières cures. 245 patientes ont été incluses, donc avec des critères d'éligibilité assez stricts. Donc des patientes en bon état général, avec une biologie et surtout une fonction rénale normale, et qui étaient surveillées régulièrement. Et le prorata, enfin la condition indispensable, c'était au minimum l'absence de progression sous chimiothérapie. Le statut des patientes BRCA n'était pas connu. Avant, elles bénéficiaient de ces 3 cycles de chimiothérapie, puis de la chirurgie et enfin de nouveau de leurs 3 cycles. Donc le protocole de chimiothérapie, c'était avec du cisplatine 100 mg/m², chauffé à 40 degrés pendant 90 minutes. L'ensemble de la procédure de CHIP, c'était 120 minutes en tout. Et il y avait une injonction de thiosulfate, d'abord en bolus, puis en perfusion en continu sur 6 heures. Et surtout, il a été précisé l'importance du maintien d'une bonne diurèse pendant la chimiothérapie, avec au minimum 1 ml/kH pendant le bain et 3 heures après la chirurgie. L'objectif principal de cette étude était la survie sans récidive, les objectifs secondaires, la survie globale, les effets secondaires et la qualité de vie. Donc le suivi était rigoureux avec un dosage de CA125, des scanners et des questionnaires de qualité de vie.
Donc au final, on se rend compte que les populations dans les deux bras étaient similaires. La seule différence qui est ressortie, c'est le taux de stomie, en fait, qui est plus important sur le bras avec CHIP et qui a été au final attribué, parce qu'on le verra plus tard, qu'il n'y a pas eu plus de complications digestives dans ce bras-là, mais qui a été plutôt attribué par une mesure de précaution du chirurgien qui avait peut-être un petit peu plus d'appréhension à faire une résection et à pas protéger sa résection alors qu'il y avait un bain hyperthermique. Les résultats ont montré une survie sans récidive augmentée de 3,5 mois et une survie globale de quasi 1 an. Il est à noter que donc c'est significatif. Il est à noter que quand même les calculs ont été débutés à partir de la randomisation. Donc un petit peu, ça peut être plus important en fait si on parle du début de la maladie vraiment. Les effets secondaires, il n'y a pas eu plus d'effets secondaires en fait dans le bras CHIP. Il n'y a pas de différence significative. Il y a eu un seul décès qui au final était dans le bras chirurgie seule et une insuffisance rénale de grade 3. Pas de différence en termes de qualité de vie et surtout pas de retard à la reprise de la chimiothérapie. Et ça change tout parce que si on fait une chirurgie, une CHIP, mais que derrière on ne peut pas finir la chimiothérapie, ça n'a pas d'intérêt. Donc les principaux effets secondaires, c'était l'infection, les douleurs abdominales et les iléus. Et c'est pareil dans les deux bras. De ce fait, en se basant sur cette étude, il a été, en novembre 2018, c'est rentré dans les recommandations en tant qu'option de pouvoir bénéficier d'une CHIP en chirurgie d'intervalle tel que cela a été décrit dans l'essai de Von Driel. Donc bien sûr, il est précisé que ça doit être fait par des équipes expérimentées en CHIP sur les stades 3 non résécables, en chirurgie intervallaire, avec du cisplatine et l'adjonction de thiosulfate qui est indispensable et qui est en ATU, et que hors essai, la CHIP, pour l'instant, n'a pas de place dans les cancers de l'ovaire. Notre pratique actuelle, bien sûr, il faut ultra sélectionner les patientes. La décision, la prise en charge, elle est multidisciplinaire, on n'arrête pas de le répéter, mais encore plus dans ce cas-là. Il y a les RCP, il y a aussi l'implication des anesthésistes qui est indispensable. Et on a choisi d'exclure des patientes sélectionnées pour la CHIP, celles qui sont mutées. Pourquoi? Parce qu'on a les antiparps qui changent la donne. On a aussi des essais en immunothérapie qui peuvent être prometteurs. Donc on réserve plutôt la CHIP aux patientes non mutées. L'avenir, c'est le docteur Cogé qui va en parler. Les modalités, est-ce que la CHIP doit continuer dans le cadre de cette, comme ça a été décrit par Von Driel, ou est-ce que les modalités doivent changer? Est-ce qu'il faut envisager des associations thérapeutiques, comme avec le BEVA dans CHIPASTIN, et les nouveaux essais à venir? Merci. Je suis chirurgien digestif au CHU. On fait de la CHIP depuis 2006. On a 400 procédures, je pense, depuis. On fait de la CHIP dans le cancer colorectal, un peu dans l'estomac, dans l'ovaire. Et puis on fait toutes les tumeurs rares, mésothéliome, pseudomyxome. Donc voilà, ça c'est notre expérience. Quand on parle de la CHIP dans le cancer de l'ovaire, on voit, comme l'a dit Agathe, qu'on a probablement un effet de ce traitement. Et pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir à la physiopathologie du cancer de l'ovaire, à la façon dont ça se dissémine dans la cavité péritonéale, et puis aussi à la façon dont ça récidive dans plus de 2/3 des cas au niveau du péritoine. Donc on imagine bien que la voie intrapéritonéale peut avoir un effet, et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Maintenant, ça reste controversé. On a vu l'essai de Von Driel qui a quelques critiques, et puis on se rappelle qu'à l'ASCO en 2017, quand Von Driel a présenté cet essai, il y avait aussi un essai coréen qui était présenté avec quasiment le même design et qui lui montrait qu'il n'y avait pas d'effet de la CHIP. Et c'est un essai qui n'est pas encore publié, mais qui a été présenté à l'ASCO en 2017. Donc ça reste une option thérapeutique. Et si finalement on veut avancer à la fois pour savoir quelle est la place de cette CHIP dans le traitement du cancer de l'ovaire, quel est le meilleur moment pour la faire, et puis quel est le meilleur bain, à ce moment-là, il faut faire des essais thérapeutiques et inclure des patients dans ces essais. Donc je vais vous les présenter. Quand on regarde sur Clinical Trials, on a 45 essais actuellement randomisés qui vont commencer ou qui sont en train de recruter dans le cancer de l'ovaire avec comme bras expérimental la CHIP, en plus de la chirurgie cytoréduction. Tous ces essais testent en fait la CHIP à chaque instant de la prise en charge d'un cancer de l'ovaire, que ce soit en première ligne, que ce soit en intervallaire, que ce soit au moment de
en consolidation, c'est-à-dire à la fin du traitement adjuvant par chimiothérapie, que ce soit en cas de récidive précoce ou en cas de récidive tardive, que la patiente est platine résistante ou platine sensible. Donc c'est 45 essais randomisés, je ne vais pas tous vous les faire, c'est juste on va discuter des essais qui sont accessibles en France notamment. Alors juste un mot pour dire qu'il n'y a pas que les essais randomisés qui sont importants, on a également cette étude qui vient d'être publiée en 2020, en août 2020, c'est une étude chinoise donc qui inclut plus de 500 patients. Plus de 500 patientes, pardon, et c'est une étude rétrospective mais qui est de bonne qualité puisqu'on a un score de propension qui a permis de rendre comparables des groupes de façon rétrospective. Et donc ces études prennent beaucoup de valeur, je pense, en tout cas, et c'est une étude qui est intéressante puisqu'on a un effet majeur de la CHIP sur la survie, que ce soit en survie globale ou en médiane, avec vraiment un effet très important pour cette étude qui vient d'être publiée. Et elle permet quand même d'avancer dans cette question de où est la place de la CHIP dans le cancer de l'ovaire. Donc on repart dans les essais randomisés, les essais à venir. Donc le premier essai l'Institut de Montpellier va inclure des patients dans cette étude. C'est l'essai OVIPEC2 qui reprend le design de Vandril, mais cette fois-ci pas en intervallaire, mais en chirurgie de première ligne. Donc c'est la même chose, en fait, c'est des patientes qui sont opérées en première ligne, et c'est des patientes qui ont une résection optimale ou complète ou subcomplète. Donc les CC0 ou CC1, c'est-à-dire un reliquat tumoral inférieur à 2,5 mm. Ces patientes, elles sont randomisées entre cytoréduction plus CHIP versus cytoréduction seule. Et puis, à la fin du traitement, c'est des patientes qui vont avoir un traitement adjuvant, selon les recommandations actuelles, y compris si il y a une indication avec de l'Avastin ou de l'antiparp. Et puis donc c'est un essai qui devait commencer en janvier 2020. Je ne sais pas si ça a commencé à inclure en France. En tout cas, ça a commencé dans les autres pays. Le critère principal, c'est la survie globale. Et puis on va avoir les résultats dans 6 ans. Maintenant, on va passer sur un essai qui va tester la CHIP en première ligne et en intervallaire. C'est l'essai CHIPI, qui est piloté donc par l'équipe de Lille. Et c'est un essai qu'on a ouvert au CHU de Rouen avec Morgane et Benoît. Et donc, en fait, ça teste la CHIP en situation de première ligne ou en intervalle. C'est le même design. En fait, les patientes qui sont réséquées CC0 ou CC1, on les randomise CHIP ou pas CHIP. C'est un phase 3, c'est une étude randomisée, c'est une étude multicentrique et multinationale avec la Belgique. On attend 432 patients et c'est une étude qui a commencé avec des inclusions qui sont d'ailleurs principalement lilloises pour l'instant et une publication en 2024. Les critères d'évaluation principale, ça va être la survie sans récidive et puis les critères d'évaluation secondaire, c'est la survie globale et la morbidité à J30. Ce qui est important, c'est que la randomisation va répondre, est stratifiée en fait en fonction du centre dans lequel va se faire la chirurgie, mais également en fonction de la masse tumorale en fonction du PCI, en fonction de la maladie résiduelle, en fonction du timing de la chirurgie et du type histologique, notamment une stratification entre les carcinomes séreux de haut grade versus les autres types. Ça va permettre de répondre aux critiques de l'essai de Vandril qui était avec des groupes qui n'étaient pas forcément comparables pour toutes ces valeurs-là. L'inclusion, la randomisation, elle se fera au bloc opératoire après la chirurgie parce qu'il faut, pour pouvoir inclure ces patients, que la maladie résiduelle soit optimale ou qu'il n'y ait plus de maladie résiduelle ou quasi plus, c'est-à-dire un résidu de moins de 2,5 mm. On va exclure les patientes qui auront une complication péropératoire hémorragique importante, 2,5 litres. Et puis il faudra qu'il y aurait moins de 3 résections digestives ou 2 anastomoses digestives, on s'est à peu près mis d'accord là-dessus. Il faudra bien faire attention, comme dans l'essai de Vandril, que la durée péropératoire soit supérieure à 1 ml par kilo et par heure. Ça, c'est lié à la néphrotoxicité du cisplatine. Au niveau du protocole, dans l'essai CHIPI, c'est le même que l'essai de Vandril, c'est-à-dire cisplatine 100 mg en 3 fractions. Ça veut dire que la chimiothérapie est apportée de façon étagée. On ne balance pas toute la dose dans les premières minutes. C'est une dose qui est en escalade. Ce qui permet à la fois de maintenir une dose dans le bain de CHIP parce qu'on sait que dans la température et puis à l'air libre, on a une dégradation de la molécule, donc ça permet d'apporter un traitement au fur et à mesure du bain de chimiothérapie. On a une température qui n'est pas très élevée, 40 degrés, et qui va durer 90 minutes. Alors c'est le protocole c'est le seul protocole qui a montré son efficacité de manière, avec une phase 3, donc c'est pour ça qu'on prend ce même protocole-là. Les autres protocoles
ont un rationnel moins fort. Et donc ce qui est important également, c'est le thiosulfate de sodium, c'est le néphroprotecteur qui permet en fait en IV d'aller inhiber ou en tout cas contrer l'action du cisplatine qui va passer de la voie intrapée à la voie IV ou de ses dérivés. Et ça permet en fait d'éviter la néphrotoxicité du cisplatine et permettre aux patients d'avoir une chimiothérapie adjuvante après, parce que c'est quand même ça le traitement de référence. Donc on a passé en revue les essais en cours accessibles en France en première ligne ou en intervalle. On va rediscuter rapidement des essais à venir en ce qui concerne la récidive. Donc quand je dis à venir, c'est-à-dire les publications qu'on va avoir. Donc on a l'essai CHIPOR, on en a parlé déjà à 2 reprises. Donc cet essai qui permet donc de tester la CHIP en situation de récidive platine sensible, c'est-à-dire à moins de 6 mois d'un traitement, à plus de 6 mois d'un traitement à base de sel de platine. On randomise les patientes. C'est un essai qui est depuis 2011, qui est en cours depuis 2011, qui attend 400 patientes, plus de 400 patientes, et c'est une fin qui est prévue en 2020. Mais ça a eu du mal à inclure. Il y a eu une pause avec le Covid. Et puis, c'est des patientes qui sont en concurrence avec les traitements médicaux. L'objectif est très ambitieux puisqu'on attend un gain de survie global de 1 an dans le bras CHIP. Donc ça, on espère avoir la réponse pour définir la place de la CHIP dans la situation de récidive. Et puis donc pour la dernière situation, c'est la récidive platine résistante. En fait, c'est des patientes qui vont récidiver avant 6 mois à la fin du dernier sel de platine. Et on a cet essai qui a été financé au PHRC 2016 avec l'équipe RENAP. C'est l'équipe de Lyon avec Nawal Bakrin qui s'occupe de cet essai, qui n'a pas encore commencé, pourtant il est financé depuis 2016. C'est un essai randomisé multicentrique qui va comparer la chimiothérapie versus une chimiothérapie associée à une cytoréduction plus une CHIP pour des patientes qui sont platine résistantes. Et donc l'objectif principal, c'est la survie sans récidive. Voici le design de cette étude. En fait, l'objectif, c'est de comparer. Alors, on ne compare pas la cytoréduction seule versus la cytoréduction plus la CHIP. On compare la chimiothérapie versus une prise en charge chirurgicale agressive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on garde en fait une chimiothérapie avec de l'Avastin qui a montré son intérêt de manière importante dans cette situation. Donc il y a 218 patientes qui vont être incluses dans le réseau RENAP. Donc voilà, ça c'est ma diapo de conclusion. C'était pour vous dire qu'en fait, on voit qu'il y a probablement un intérêt de la CHIP dans le traitement des cancers de l'ovaire au stade avancé, mais ce qui est important, c'est la cytoréduction. Et dans toutes les équipes de CHIP, finalement, quand on a vu se développer ces équipes de CHIP, ce qui s'est passé, c'est que la cytoréduction s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Pour répondre à la question, il faut des études randomisées de qualité afin d'en définir la place dans la stratégie, afin de mieux sélectionner les patientes. Est-ce qu'on a un profil de patiente qui va tirer bénéfice de ce traitement plutôt qu'un autre profil? Et puis, il faut aussi définir la place de ce traitement agressif chirurgical comparé aux traitements médicaux qui sont en train de sortir, comme les thérapies ciblées, notamment les inhibiteurs de PARP. Et puis, je pense que c'est important de standardiser le protocole de CHIP. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de RENAP. C'est de faire en sorte d'avoir un seul protocole par pathologie. Et donc le protocole dans la CHIP, dans l'ovaire en tout cas, qui se démarque, c'est le protocole Vandril, parce que c'est le seul qui a montré son intérêt actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention.